J'entends au loin retentir les cloches de Notre-Dame qui résonnent dans les couloirs de la prison. L'homme dont je surveille présentement la cellule ne parvient visiblement pas à trouver le sommeil. Et je dois bien avouer qu'il en serait de même pour moi, si j'étais comme lui, résolu à me dire que je vivais là ma dernière nuit avant mon exécution. Mais ce que cet homme ignore, c'est que ce ne sera peut-être pas le cas, car depuis tout à l'heure, je réfléchis activement à l'éventualité de faire une chose totalement impensable qui me coûtera sûrement la vie, ou en tout cas ma liberté, lui ouvrir les portes de sa cellule et lui permettre de s'échapper de cette prison. Pourquoi faire cela au péril de ma vie, me direz-vous ? Car je suis un humaniste. Certes, je suis un homme du petit peuple, mais cela ne m'empêche pas de m'intéresser au progrès de la science et de ce qu'elle nous apporte. Je vis dans un siècle passionnant où j'entends chaque semaine des avancées qui améliorent la condition des êtres humains. Et si j'ai bien une certitude, c'est que l'homme qui est là, enfermé à quelques mètres de moi et que l'on va guillotiner dès demain matin, a encore beaucoup de choses à apporter aux humains en termes de progrès scientifique, en plus de toutes ses contributions actuelles. Voilà, vous avez les données du problème qui me martèle le crâne et qui, je sais, va me hanter toute la nuit. Dois-je me compromettre à libérer ce brillant savant, le fondateur de la méthode scientifique et de la chimie moderne, ce prisonnier pas comme les autres, qui porte le nom d'Antoine Lavoisier? Je m'appelle Étienne Dubois, et oui, je suis un simple gardien de prison. J'aurais pourtant rêvé d'être scientifique. Le monde qui m'entoure m'intéresse. Je me suis construit à la lecture de mes idoles, René Descartes, Blaise Pascal, et de l'autre côté de la Manche, cet Anglais incroyable que l'on appelle Isaac Newton. Seulement voilà, je ne suis pas né dans la bonne famille pour accéder au monde académique. Mon père, charretier pour les halles, et ma mère, lavandière, me laissaient à ma charge la surveillance de mes frères et sœurs. Malheureusement, et malgré quelques livres de sciences glanés çà et là, mon environnement social ne me permit pas de pénétrer le monde de la science comme je l'aurais aimé. Ce qui ne fut pas le cas de l'homme qui me fait face d'ailleurs. Antoine Lavoisier est né d'une bonne famille, et force est de constater que cela a changé beaucoup de choses entre lui et moi. Je le connais. Il a eu le parcours que j'aurais pu avoir si le sort m'avait donné de meilleures cartes. Né dans une famille aisée, il a fréquenté le Collège des 4 Nations de Paris, puis la faculté de droit. Il ne plaidera pourtant jamais, car il découvre les joies de la démarche expérimentale nouvelle et vacillante par le biais de nombreuses conférences sur les sciences naturelles. Très vite, la passion le dévore. De 1864 à 1866, il multiplie les excursions géologiques à Villers-Cotterêts, Meaux ou encore Saint-Germain-en-Laye, n'hésitant pas à bâtir d'ambitieuses théories concurrentielles à d'illustres scientifiques comme Buffon par exemple. Mais c'est à l'été 1866 qu'il remporte une victoire qui va définitivement lui ouvrir les portes du monde de la science. Le 9 août, il remporte une médaille d'or d'un concours de l'Académie des sciences pour son projet sur les différents moyens qu'on peut employer pour éclairer une grande ville. Dès lors, il fait la connaissance de Jean-Étienne Guettard, botaniste de l'Académie des sciences, qui, impressionné par les différents relevés géologiques que Lavoisier a réalisés depuis plusieurs années, lui propose de collaborer sur une étude géologique de l'Alsace et de la Lorraine. Fort de ces différents travaux, Antoine Lavoisier sera élu membre de l'Académie des sciences le 18 mai 1768, à 25 ans seulement. La prison dans laquelle est actuellement enfermé notre homme est un ancien couvent et porte l'ironique nom de Port Libre. Ici, pas de verrou, aucune grille, simplement quelques loquets aux portes et des gardiens à l'entrée des corridors et à l'extérieur. Lavoisier est emprisonné au premier étage, réservé aux citoyens riches, à la cellule numéro 33 qu'il partage avec son beau-père, Pauls, et son collègue Deville.
Ce sera d'ailleurs ma principale difficulté si je me décide à le faire s'évader. Que faire de ces 2 autres codétenus ? Peut-être serais-je obligé de les libérer également, comme des dommages collatéraux de cette décision gravissime que je ne suis pas encore sûr de devoir prendre. Et pourtant, comment vivre avec l'idée que j'ai entre les mains le destin du grand Antoine Lavoisier, le découvreur de l'oxygène ? Ou plutôt devrais-je dire le co-découvreur, car nous les Français, nous avons bien du mal à considérer l'autre grand esprit de cette aventure qui n'est mis de côté que par sa nationalité, l'anglais Joseph Priestley. Car en effet, à partir de l'automne 1772, Lavoisier et Priestley décident conjointement de s'attaquer à l'épineux problème de la combustion. À l'époque, un modèle règne en maître, la théorie du phlogistique. Cette théorie, créée et développée par les Allemands Johann Becker et Georg Ernst Stahl, postule de l'existence d'un élément flamme, appelé phlogiston, qui était contenu dans toute matière inflammable et qui, en se dégageant, entraînerait la combustion de celui-ci. Les flammes ne seraient alors que le résultat d'un élément qui a perdu ses phlogistons. Or, en 1774, Joseph Priestley réalise une expérience qui va rester dans la légende. Après avoir placé du dioxyde de mercure dans un récipient en verre et en le chauffant avec une lentille qui concentrait les rayons du soleil, il observa qu'un gaz se dégageait. En isolant ce gaz, il s'aperçut que celui-ci favorisait les combustions et qu'une souris enfermée sous une cloche avec ce gaz survivait bien plus longtemps qu'avec de l'air normal. Sa conclusion, bien qu'un peu hâtive, mais cohérente avec le système de l'époque, était que cet air était dépourvu de phlogiston, et que c'est à cause de cette absence de phlogiston que cet air particulier favoriserait les combustions. Il l'appela alors air déphlogistiqué. Et c'est quelques mois plus tard que l'histoire des sciences prendra alors un tournant. Lors d'un voyage en Europe, Priestley fut invité chez Lavoisier. Les 2 hommes peinent à se comprendre. Priestley parle un mauvais français alors que Lavoisier ne parle pas un mot d'anglais. C'est donc par le biais de l'épouse de Lavoisier, Mary-Ann Pauls, qui parle couramment l'anglais, que Priestley fit part de ses travaux à Lavoisier. Celui-ci écoute attentivement. Quelques mois plus tard, Antoine Lavoisier étudie la calcination de l'étain et remarque lui aussi la présence de ce nouvel air qu'il appelle de son côté l'air vital, ayant lui aussi remarqué qu'il permettait aux souris de vivre plus longtemps avant d'être asphyxiées. Cependant, chez Lavoisier, quelque chose ne colle pas. Lorsqu'il pèse scrupuleusement les restes de l'étain calciné après la combustion, il remarque que le poids total a augmenté, ce qui ne semble pas être en accord avec la théorie du phlogistique, qui suppose justement qu'avec la perte des phlogistons, le poids aurait dû être inférieur. Et c'est là qu'il a une idée de génie. Alors qu'il avait également observé que conjointement à la prise de poids totale après combustion, la quantité d'air avait diminué, il décida de mesurer précisément ces 2 quantités. Il s'aperçut alors que l'excès de poids après la combustion correspondait exactement au poids de l'air qui avait diminué. Sa conclusion est donc sans appel. Il y a dans l'air un gaz mystérieux qui sert à la combustion des matériaux. Ce gaz en question pourrait bien être le fameux air déphlogistiqué de Priestley. Mais Lavoisier va aller plus loin. En réalisant que la combustion vient d'un élément extérieur aux matériaux de base, il conclut donc que l'existence de ces fameux phlogistons internes à la matière est superflue, que la phlogistique n'est plus nécessaire à la compréhension du phénomène et que seul ce nouveau gaz explique la combustion. Il décidera d'appeler ce gaz oxygène et remporte les honneurs lorsqu'il présente ses résultats à l'Académie des sciences le 25 avril 1775. Et dans un élan d'honnêteté intellectuelle, Lavoisier admit toujours bien volontiers que malgré sa participation active et surtout quantitative à la mise en évidence de l'oxygène, il n'en fut pas le seul artisan. En 1789, il décrira même cet oxygène ainsi dans son ouvrage Traité élémentaire de chimie, cet air que nous avons découvert presque en même temps, Priestley, Schell et moi-même. Incluant au passage le chimiste suédois Carl Wilhelm Schell, qui avait lui aussi découvert l'oxygène en 1773, mais qui n'avait pas publié ses résultats. Lavoisier démontre alors que le phénomène de combustion n'est pas dû à une perte, comme le suggérait la théorie du phlogistique,
mais bien à une combinaison avec un gaz présent dans l'air. Une réaction chimique. C'est un tournant dans l'histoire des sciences. Tout cela a eu lieu en 1775. Et aujourd'hui, presque 20 années séparent ce brillant scientifique de cet homme prostré dans sa cellule, attendant péniblement son exécution. Ce brillant scientifique qui a fait basculer la chimie dans une science quantitative et rationnelle de par des expériences reproductibles, des hypothèses testées par la mesure et un langage commun entre savants. Devrais-je vraiment laisser faire cela ? Comment était-ce possible ? Comment en est-on arrivé là ? Et surtout, quelle diablerie lui est passée par la tête lorsqu'il a eu l'idée de construire ce mur immense ? On l'a vu, l'épouse de Lavoisier a joué un grand rôle dans la découverte de l'oxygène, non seulement en favorisant la communication entre Joseph Priestley et son mari, mais aussi par la suite, car Mary-Ann Pauls n'aura d'assistante que le nom, tellement ses compétences en sciences permirent à Lavoisier de progresser dans ses travaux. Seulement voilà, lors de leur rencontre, elle est loin de s'imaginer qu'elle est elle-même à l'origine de cette guillotine qui sera promise à son époux plusieurs décennies après. En effet, Mary-Ann Pauls n'est pas n'importe qui. Elle est la fille de Jacques Pauls, fermier général au service du roi. La ferme générale, institution privée chargée de collecter une partie des impôts pour le roi, a toujours eu mauvaise réputation pour nous, les gens du peuple. On les accuse d'exploiter le peuple à grands coups de gabelle ou d'impôts sur le tabac, sur les boissons, etc. Or, de par les études de droit qu'il a effectuées, Lavoisier est, selon Jacques Pauls, désormais son beau-père, un excellent candidat pour travailler à ses côtés en tant que fermier général. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 26 ans, un an seulement après son accession à l'Académie des sciences, Lavoisier devient membre du conseil d'administration de cette compagnie privée. Cet emploi va le rendre riche, très riche, et lui permettre d'acquérir le matériel dont il a besoin pour ses expériences chimiques. Et c'est ainsi que, parallèlement à son grand rôle de scientifique, Antoine Lavoisier va devenir un homme politique d'envergure, au cœur du régime. En 1775, il devient régisseur des poudres et salpêtres, et entreprend alors une véritable modernisation de la production. Il améliore la qualité de la poudre à canon, réorganise les arsenaux, perfectionne les procédés de raffinage du salpêtre. De par sa rigueur et son esprit scientifique, il contribue à renforcer la puissance militaire du royaume. Mais son action politique ne s'arrête pas là. Comme fermier général, on l'a vu, il participe activement à la gestion des finances du royaume et à la perception des impôts indirects. Son influence est grande. Il instaure des réformes fiscales, rédige des mémoires sur l'agriculture, sur la répartition de l'impôt, sur l'économie du royaume. Convaincu que la prospérité publique repose sur une administration claire et efficace, il tente tant bien que mal de marier l'efficacité de la science avec la froideur de l'administration, en travaillant sur l'unification des mesures et des poids afin de parvenir à une gestion plus rationnelle des ressources. Ses écrits font de lui non seulement un homme de science, mais aussi un administrateur éclairé, persuadé que la raison pouvait s'appliquer à la politique comme à la chimie. Seulement voilà, cette implication dans le système fiscal le conduit à apposer son nom à l'une des entreprises les plus impopulaires de notre temps, la construction du mur des fermiers généraux. Car au début des années 1780, un véritable fléau plonge la ville de Paris dans un flou impossible à gérer. Une partie des impôts indirects sur le sel, le vin et autres denrées alimentaires se trouvait importée clandestinement dans Paris et vendue directement sans que les paysans ne s'acquittent de leurs taxes. Il est donc devenu urgent pour les autorités de pouvoir contrôler l'entrée des marchandises dans la capitale. C'est à cet instant que Lavoisier a probablement creusé sa tombe, en gérant ce qui est certainement l'un des projets les plus inhumains que notre ville ait connu. Entre 1784 et 1791, il supervise l'édification de ce que l'on appellera le mur des fermiers généraux. Un gigantesque mur qui entoure Paris, haut de plusieurs mètres, percé de barrières monumentales et protégé régulièrement des gardes dont le rôle est d'empêcher le trafic illégal de marchandises dans la capitale. Ce mur devient rapidement le symbole même de l'injustice.
Il empêche la libre circulation, renchérit le prix des denrées et nourrit la colère des Parisiens. En période pré-révolutionnaire, ce mur sera vu pour nous tous comme le symbole ultime d'une oppression du peuple et un moyen supplémentaire pour les fermiers généraux de s'engraisser un peu plus chaque jour. Un mur qui fera écrire à Beaumarchais l'alexandrin suivant « Le mur murant Paris rend Paris murmurant ». Ah, Lavoisier, Lavoisier, pourquoi es-tu tombé dans ces travers ? Quelle soif de richesse t'a conduit à un tel manque d'humanité ? Il me semble qu'aujourd'hui, au fond de ta cellule, tu vois clair dans ces erreurs que le peuple ne t'a définitivement pas pardonné, malgré ton génie scientifique et tes avancées déterminantes. Pourquoi, Antoine ? Pourquoi a-t-il fallu que tu te mêles de la politique ? Je m'appelle Étienne Dubois. Je suis un simple gardien de prison et à cette heure précise, j'ai la possibilité de libérer d'une condamnation à mort l'un des plus grands scientifiques de toute l'histoire de France. Il est un ami proche des grands mathématiciens Pierre-Simon de Laplace et Joseph-Louis Lagrange. Il est respecté par tous ses pairs. Il va mourir demain et je suis le seul à pouvoir le sauver. Mais pour cela, il faudrait que je me compromette. Serais-je un traître ou un héros ? Demain, alors qu'il sera debout sur l'échafaud, je sais que de nombreuses personnes ressentiront de la pitié pour cet homme et de la colère de devoir renoncer à ces nombreuses contributions qu'il aurait sans l'ombre d'un doute apportées à l'humanité. Mais je sais aussi qu'une partie d'entre eux regarderont sa mort avec un sentiment de justice, voyant dans cette exécution un rétablissement de paix sociale. Lavoisier divise, et la seule question qui vaille cette nuit, c'est donc « Et moi ? Où suis-je situé dans ces deux camps ? N'y a-t-il pas de position moins confortable que celle de devoir prendre parti dans un conflit qui n'est pas le nôtre ? Allez à Jacques Taest, ma décision est prise. Je suis un lâche.